Salut les deux, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review bilan de l'épisode 71 de Dragon Ball Super. Et avant cela, je me permets de vous rappeler que demain, il y aura un live à 18h30 sur la chaîne à propos du nouvel arc. Vous pourrez venir m'y poser toutes vos questions. Je vous apporterai bien sûr ce que j'en pense un peu plus en détail que pendant ma vidéo spécialisée sur ça qui est déjà sur la chaîne. Du coup voilà, on pourra beaucoup échanger sur tout ça, savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Quelles sont vos questions, quelles sont vos attentes, quelles prédictions on peut déjà faire ensemble, et du coup je pense qu'on va bien s'amuser durant ce moment-là, j'espère que vous serez tous présents. Du coup voilà, je vous le redis, c'est sur cette chaîne YouTube à 18h30. Bon, passons à la review de cet épisode-là, épisode 71, qui je vous l'avoue a commencé assez fort. À vrai dire, je me demandais s'il n'y avait pas eu un souci sur ma source qui se serait trompée en ayant mis la fin au début, mais non, ils ont voulu taper fort en nous montrant la mort de Goku, dès le début, dès la première seconde de l'épisode. Ça nous met directement dans l'ambiance et nous fait comprendre comment l'épisode va lui-même se finir. À savoir avec un Goku Super Saiyajin Blue qui finit par tomber raide par terre sans qu'on sache trop vraiment pourquoi en début d'épisode, quelques membres de la Team Z Piccolo Gohan Goten qui arrivent vers Goku, qui sont dans le désespoir, dans le désarroi, et un Goku avec une tête plus que glauque et macabre, regardez sa tête. On sent vraiment que là il est foutu. Et sans transition, mis à part de voir Goku à terre et au sol, on a pu reprendre toute l'histoire pour comprendre comment Goku en est arrivé là. Dès le début de l'épisode, il sentait qu'une pression meurtrière s'abattait sur lui en voulait directement à sa propre vie. Bon, et justement, retenez bien cette scène parce qu'en toute fin de review, je vais vous en parler. Il y a quelque chose qui me semble bizarre, étrange. Peut-être que vous aussi, ça va vous frapper, ou vous le savez déjà, vous l'avez déjà remarqué. Mais on y revient en fin de review justement pour en savoir un petit peu plus sur qui est le commanditaire de cet assassinat. Bon, comme je le pressentais, on a eu pas mal de scènes de vie qui étaient sur fond de menaces, on va dire, étant donné que Goku sentait cette pression et il la cherchait un peu partout, il était prêt au combat, on va dire. Et transition sur Vegeta qui s'entraîne avec Whis. D'ailleurs, cette scène a été repompée complètement sur une scène d'entraînement précédente, exactement à l'image près, au mouvement près, à l'animation près. Là où vous voyez, je vous affiche à l'écran 2-3 screens, là où vous voyez Whis et Vegeta s'entraîner, c'est repris d'un épisode 43-47, un truc comme ça. Du coup, quand on est vraiment sur des hors-séries, on voit que le budget est encore plus réduit à la baisse, même si pourtant l'animation est pas mal quand même, les dessins et tout sont pas mal. Depuis les 3-4 hors-séries qu'on a ces dernières semaines, je trouve que l'animation est très bonne. Mais quand ils peuvent racler un peu les fonds de casserole, vous voyez qu'ils le font aussi. C'est un peu dommage parce que quand vous suivez la série un peu de près, ça fait un peu bizarre de voir que parfois le budget est tranché. Et par exemple, c'est un truc que j'avais ressenti dans les premières saisons de Walking Dead. Maintenant, je sais pas du tout où ça en est parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas suivi, il faut que je rattrape mon retard. Je me rappelle que vous savez les zombies un peu lambda qu'il y a autour, pour ceux qui suivent la série et même ceux qui suivent pas, vous voyez de quoi je parle quand il y a une masse de zombies qui attaquent et tout ça. On va dire qu'il y a des zombies qui n'ont pas de rôle, vraiment ils vont se faire défoncer en 2 secondes. Eh bien ces mecs-là, on les voyait mourir dans un épisode, ces zombies-là, on les voyait se faire défoncer, et 20 minutes après, ou alors dans l'épisode suivant, ou 2-3 épisodes plus tard, on voyait que c'était les mêmes acteurs qui étaient encore une fois déguisés en zombies, qui refaisaient des zombies. Ils n'embauchaient pas de nouvelles personnes, enfin pas forcément de nouvelles personnes pour refaire des zombies. Vous allez me dire que ce genre de choses n'est pas trop grave, mais quand vous êtes très attentif aux détails comme je peux l'être, de manière générale je le suis. Honnêtement, c'est gênant. Je sais que pour eux, par exemple, c'était un souci de moins sur le casting, ils avaient juste à remaquiller quelqu'un et tout ça, mais dans ces cas-là, fallait mettre cette personne-là dans le fond. Comme là, la scène avec Vegeta, ça me dérange pas que les plans soient similaires, qu'on soit à peu près sur le même type de réalisation, mais au moins que les mouvements de combat soient pas les mêmes. Parce que là, toute la petite cabriole que fait Vegeta par-dessus Whis et tout ça, tout est pareil, exactement pareil. Bon, je poursuis sur cette review qui a donné un début d'épisode assez intéressant sur les dialogues qui ont été donnés entre Vegeta, Whis et Beerus. Dans le sens où tout le monde l'a remarqué, Beerus a fait comprendre que Goku était son meilleur élément vis-à-vis du tournoi ou en tant que combattant de son univers. Et il fait référence au tournoi de Zeno, et également il dit que Zeno sur un coup de tête pourra très bien l'annoncer, le déclencher et dire c'est bon, le tournoi démarre. Ça, c'est clairement lié à l'annonce qu'il y a eu dans la Jump Festa récemment, nous disant que le nouvel arc était annoncé, qu'il porterait sur le tournoi de Zeno, des 12 univers et tout ça. Et du coup, ces hors-séries vont avoir pour vocation, je vous en avais déjà parlé, et ça commence à l'être, et vont donc avoir pour vocation de faire une transition vers l'annonce du nouvel arc. Vous allez voir que tôt ou tard dans ces hors-séries, le tournoi de Zeno va être annoncé. Peut-être même à la fin de cette intrigue de Hit, en épisode 73 disons, on aura une annonce réelle et concrète du fait que le tournoi va prendre place. C'est pour ça que l'on ficelle tout autour des sortes d'intrigues d'assassinat de Goku et tout ça. Mais ça en fait c'est même cool, le fait que les hors-séries servent à quelque chose. Mais ce qui a dû vous interpeller c'est vis-à-vis des niveaux de puissance entre Goku et Vegeta. Beerus ayant clairement dit que son meilleur atout était Goku. Il n'a même pas fait mention de Vegeta, ce qui a eu pour don de l'énerver. Et le pire, c'est que Vegeta n'a même pas rouspété en disant « Mais toi, tu n'étais pas là durant l'affrontement contre Goku Black. Tu n'as pas vu quels sont mes progrès, mes exploits. J'ai passé 6 mois dans la salle de l'esprit et du temps, et je suis devenu bien meilleur. »
Et moi-même, sur ma chaîne, j'ai répété à de nombreuses fois que Vegeta était devenu meilleur que Goku. Alors, je vous explique la situation, et en fait, c'est très simple, et ça me dérange. Le souci, c'est que si on se fie, sans vous spoiler, ce qui se passe dans les chapitres, qui en sont toujours, les chapitres manga papier, qui en sont toujours à l'affrontement contre Goku Black, Zamasu et tout ça, l'arc est toujours en cours, l'arc Mirai Trunks est toujours en cours dans le manga. À l'intérieur de celui-ci, on comprend d'après tout ce qui s'y passe, chapitres 17, 18, 19, on comprend alors que Vegeta n'ira jamais s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps, qu'il ne va jamais y passer ces fameux 6 mois et donc il n'aura jamais ce fameux power-up qui va lui donner l'ascendant sur Goku. Bien sûr, on ne sait pas comment va se terminer l'arc dans le manga, mais on comprend que mis à part des Zenkai et des choses comme ça, il va pas y avoir de gros entraînements durant l'arc comme ça a été dans l'anime. Comme on a vu Vegeta revenir dans le présent, aller dans la salle d'esprit du temps et revenir beaucoup plus fort. Ça ne va pas arriver. Du coup, en fin d'arc, les deux, Goku et Vegeta, seront à peu près de même niveau, voire même un Goku qui en ressortira un peu plus fort, car il risque de livrer une bataille encore plus intense face à Zamasu fusionné et tout ça, et que Vegeta, lui, risque d'être écarté ensuite. C'est pour ça que de manière canon, je sais que certains d'entre vous, dans les commentaires, m'ont dit non, c'est l'anime et le manga sont canon. Pour moi, et ça me semble être logique, que ce qui est canon, c'est ce qui ressort de la volonté de l'auteur original. Et là, on va parler des auteurs originaux, sachant que même Toyotarou prend le lead sur l'écriture, le dessin, tout ça, vis-à-vis de Toriyama. Toriyama bosse, entre guillemets, beaucoup sur son manga, mais c'est quand même Toyotarou qui fait beaucoup, et Toriyama donne des grandes lignes et corrige ensuite. Alors, autant sur ma dernière vidéo sur le Super Saiyajin Rosé de Black, je comprends qu'il puisse y avoir discussion, mais là, je pense que vous serez d'accord avec moi. Le fait que Vegeta aille s'entraîner 6 mois dans la salle d'esprit du temps ne va pas être canon. Ça, c'est un rajout pur de la Toei Animation dont Toriyama n'a même pas donné les grandes lignes. Justement, souvent, dans les commentaires, vous me dites à très juste titre que Toriyama donne les grandes lignes à la Toei Animation. Mais justement, il donne uniquement les grandes lignes, il donne pas un scénario exact, 100% complet. Et moi, là où je viens vous dire que quelque chose n'est pas canon, c'est quand la Toei vient y rajouter quelque chose qui n'était pas prévu dans ces fameuses grandes lignes. On va les appeler les petites lignes, je sais pas, ça paraît débile. Mais sur ces petites lignes-là que la Toei rajoute, exemple l'entraînement de 6 mois dans la salle de l'esprit du temps, là ça devient pas canon. Et après ça crée des incohérences, parce que jusqu'à présent dans l'anime, Vegeta était beaucoup plus fort que Goku. Tandis que dans le manga, tout ça revient à plat et ça s'équilibre plus ou moins. Une chose bien sûr qui nous interpelle aussi, qui nous alerte concernant le fameux commanditaire de l'assassinat de Goku, donc la fameuse personne ayant employé Hit, on sait d'après les synopsis, et je vous en ai parlé sur la chaîne, que c'était Vados, et on voit que Whis est quand même conscient de quelque chose, il est au courant de quelque chose, et là, il n'est pas au courant dans le sens où Sakan lui a montré quelque chose, dans le sens où il surveille Goku et il sait ce qui lui arrive, non ce n'est pas ça. Là on sent qu'il est carrément de mèche et qu'il cache quelque chose. De mèche ou informé au pire, mais informé de manière consciente et consentante, dans le sens où il a laissé aller et venir la chose. Au final, c'est peut-être pas lui qui l'orchestre, mais il est d'accord. Et le simple fait qu'il soit d'accord permet que ces choses se produisent, car celui qui ne voudra pas respecter la volonté de Whis, y compris Vados, devra s'y frotter, et il a intérêt à se retrousser les manches. Même si Vados a annoncé être plus forte, j'ai aussi confiance en les propos de Whis, ayant dit qu'il s'est entraîné. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne question à soulever, pourquoi Whis avait annoncé s'être entraîné à l'époque, pourquoi les anges s'entraînent? Ils ont un niveau ultra supérieur. Est-ce que c'est juste pour la rivalité avec sa sœur jumelle? Ou alors est-ce que ça cache aussi quelque chose, le fait que les anges puissent pouvoir s'entraîner et veuillent s'entraîner? C'est un sujet que je soulève à chaud, je vous l'avoue, mais je le trouve assez intéressant. Quel est le but pour ces gars-là de s'entraîner? C'est comme si le grand prêtre vous disait qu'il s'entraîne, ça sert à quoi? En prévention de quelque chose ou pour une simple rivalité entre frères et sœurs? Et sinon pour Whis, ça le caractérise bien de savoir des choses et de ne rien dire, et le pire c'est qu'il ne laisse rien transpirer. Au final, il laisse transpirer des informations parce qu'on a l'habitude de le voir si serein quand quelque chose de grave se passe. On se dit, toi t'es trop calme, tu en sais tellement que ça te permet de rester calme. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup ses attitudes, j'aime beaucoup sa manière de procéder. J'aime bien le développement de Whis, même si on connaît pas son histoire, mais j'aime beaucoup. Bien sûr, ils ont coupé la scène où Vegeta Super Saiyajin Blue s'apprêtait à attaquer Whis. À la limite, plutôt que de nous remettre une scène repompée d'un épisode 40 et quelques, ils auraient mieux fait de nous montrer quelques scènes de Vegeta Super Saiyajin Blue face à Whis, pour voir, et je pense que ça aurait été le cas, si Whis aurait maîtrisé aussi facilement Vegeta. Vous voyez qu'il ne se bat même pas, il est tout sourire, soit il esquive ses coups très facilement, soit il le part avec un doigt. J'aurais aimé voir si la situation était similaire en Super Saiyajin Blue, je suis sûr que oui, mais j'aurais aimé le voir de mes propres yeux. Bon, durant cet épisode, on a encore eu ce que j'appelle des tranches de vie, avec Goku qui cherche partout dans la ville, et je vais aller très vite sur ça, parce que c'est pas, pour moi c'était pas intéressant en tout cas. Et on a alors Goku qui cherche partout cette fameuse pulsion meurtrière suivie par ses deux fils.
C'est vrai que pendant un moment, je me suis dit c'est débile cette scène, parce que le simple fait que Gohan et Goten aient mis une paire de lunettes et leur costume, enfin pour Gohan le costume, fait que Goku ne les voit pas. Heureusement que après, Goku leur a dit oui, je vous ai senti tout le long, pourquoi vous me suivez? Parce que s'il y avait pas cette scène-là, honnêtement, j'aurais crié au scandale, entre guillemets. Mais ça me semblait très étrange que Goku cherche une fameuse pulsion meurtrière qui est si lointaine et inconnue, et ne sentent pas que ses deux fils le suivent, ça aurait été super con. Heureusement qu'il y a eu cette scène en fin de journée où Goku leur a dit pourquoi vous m'avez suivi toute la journée. Bon, cette scène aura suivi qu'un enchaînement de scènes d'humour au final, et à nous faire comprendre en parallèle que cette fameuse personne qui en veut à la vie de Goku allait se déclarer, se montrer tôt ou tard. Et on commence à amorcer ce passage-là avec Hit, qui se trouve sur une planète un peu bizarre. Il n'y a pas la mention exacte, mais on peut être tout à fait sûr que ça se trouve dans l'univers 6, pour plusieurs raisons. Pour une en particulier, le fait que les news, les informations, parlent du fait que Frost, j'ai failli dire Freezer, en tout cas du moins que Frost est un fugitif, qu'il est toujours en fuite, et que cela vient des informations de la part de Kiabe, et on peut donc se dire que au moins Kiabe, voire d'autres Saiyajin, lui courent après dans l'espace pour le retrouver et le capturer. Ce qui est un peu bizarre, qu'il n'a pas été livré auprès de Kiabe, à savoir comment il s'est enfui à la fin du tournoi, car Hit l'avait complètement massacré. Alors comment a-t-il pu se libérer à ce moment-là et partir en fuite alors qu'en plus il y avait Vados et Champa, bon ok, ils sont impartials vis-à-vis de ce qui se passe dans l'univers, mais étant donné que Frost leur a fait un sale coup, ils auraient pu aussi le livrer à Kiabe. Surtout que Champa au final avait été très ému du fait que Frost au final était un peu un salopard, et ça lui avait pas plu non plus, alors que Champa avait bien envie d'aider à obtenir la paix dans l'univers, ce qui est drôle pour un Akaishin, qui est censé être neutre et impartial. Un Akaishin n'est pas mauvais mais n'est pas bon non plus, et là il penchait pour le bon. En parlant de Frost, plusieurs choses. La première, c'est qu'il est mentionné dans cet épisode-là. Donc, entre le fait qu'il soit fugitif, qu'il vive reclus en ce moment sur une planète lointaine et tout ça, on peut alors supposer qu'il va s'entraîner, qu'il va power up. On peut aussi s'imaginer que l'arc Golden Freezer aura été une introduction pour nous montrer les pouvoirs de cette race-là. Je vais les appeler par un abus de langage démons du froid, même si je sais que c'est pas correct, mais il n'y a pas vraiment de nom pour les qualifier. Pour moi, démons du froid ou race de Freezer, ça veut rien dire, donc je préfère dire démons du froid, c'est plus cool. Et nous permettrait alors de comprendre qu'il s'est enfui d'une manière un peu étrange, qu'il est fugitif, qu'il s'entraîne quelque part, que cela va durer 4-5 mois. 4-5 mois, ça ressemble à peu près à la même période de 4 mois qu'a mis Freezer pour passer en Golden Freezer, et que l'on pourra se retrouver avec une forme similaire, équivalente, pour Frost. Peut-être pas le Golden, peut-être autre chose, pour Frost justement durant ce fameux tournoi de Zeno. Ce qui permettra de légitimer sa place en tant que combattant de l'univers 6 dans le tournoi de Zeno, et en même temps de justifier ses motivations à participer et les motivations de Champa à le prendre. Champa voudrait de Frost car il est fort, mais en même temps Frost demanderait à Champa de lui accorder une immunité dans le cas où il viendrait à gagner ses combats ou à remporter le tournoi. Vous comprenez, ce serait un peu du donnant-donnant. Surtout que si Frost maîtrise beaucoup mieux que sa transfo que celle de Freezer, on ne sait pas au final si Freezer pouvait aller encore plus loin ou pas. Sûrement qu'il pouvait au moins, comme l'a souligné Goku, la maîtriser mieux. Peut-être pas en améliorer les capacités et les pouvoirs. Je pense pas que le faire entraîner 1 an lui aurait démultiplié encore ses pouvoirs. Mais ça lui aurait permis de maîtriser ce stade-là. Un peu comme le Super Saiyajin 3 de Goku qui était très très instable au début, qu'il est toujours mais quand même moins. Goku le maîtrise beaucoup mieux. Je pense qu'on aurait pu avoir un stade similaire de maîtrise, de Golden Freezer maîtrisé. Alors imaginons que Frost se ramène avec une hypothétique Golden ou Silver, Diamond, tout ce que vous voulez, une forme en tout cas, et qu'il la maîtrise par le biais d'un entraînement légèrement plus long que celui de son homologue de l'univers 7, ça pourrait donner quelque chose de bon. Toujours en parlant de Frost, dans les news d'infos, on voit aussi une planète en haut à droite, vraiment dans l'angle. Et si vous regardez le tout premier plan qu'on nous avait fourni, en nous montrant que Hit arrivait sur une certaine planète et tout ça, on voit que cette planète est là en fait. Regardez aussi en haut à droite, à peu près au même endroit, vous la voyez avec ces espèces de halos lumineux qui l'entourent, c'est la même planète. Donc, on pourrait comprendre alors que la planète sur laquelle se trouve Hit est assez proche de celle sur laquelle Frost est censé s'être réfugié d'après la news. J'essaie d'interpréter ça comme je peux, parce que visiblement, Hit n'est pas sur la planète entourée de halos lumineux. Il est sûrement sur celle que l'on voit au premier plan, l'énorme planète, qui a plus les mêmes tons de couleurs que celle sur laquelle on le voit marcher, au niveau du ciel et tout ça. Et quand on est en hauteur au niveau de cette planète-là, on ne voit pas du tout de halo lumineux. Donc Hit n'est pas sur cette planète-là. Mais on peut alors déduire que Frost est pas loin, d'après les dires de Kiabe, et ça fait le lien avec beaucoup de choses. Déjà, un truc un peu tout con, mais regardez ces espèces de stèles au début. Là, c'est vraiment un truc tout con que je vous sors, mais ces trucs-là, là, que l'on voit, ces pierres, elles ont exactement la même forme que la tête de Frost, ou de Freezer si vous voulez, mais pour le moment de Frost en forme basique, en première forme de réduction de ses pouvoirs. Avec la tête plutôt arrondie, avec un changement de couleur au milieu
signifié par le rond que l'on voit sur la stèle, et les 2 espèces de cornes de chaque côté de la tête. Ça rappelle un peu ça. Ensuite, un autre truc étrange, c'est tous les sbires, tous les larbins là, de ce mec bleu. Ils ont tous des équipements. Vraiment, là j'en suis sûr et certain, qu'ils proviennent d'une armée type démons du froid. Et forcément dans l'univers 6, il n'y a que Frost que l'on connaît. Regardez leurs masques et regardez aussi leurs pistolets laser, dont l'armée de Freezer avait des équipements ultra similaires. On se rappelle également que Frost, quand il a été révélé au grand jour, a été révélé comme étant quelqu'un qui fournit des armes à des planètes justement, et qui va ensuite sur ces mêmes planètes pour y créer une sorte de paix et en ressortir comme étant le héros. Donc, on pourrait en déduire alors que cette espèce de gros mafieux bleu, cette espèce d'organisation, détient des armes qu'elle a recueillies de la part de Frost, que le lien avec Frost est indéniable. Car justement, en plus d'alimenter des planètes et des gouvernements en armes, Frost devait aussi alimenter des réseaux un peu souterrains, un peu secondaires et mafieux forcément. Histoire que tout le monde se foute sur la gueule et qu'ensuite il arrive et devienne le héros. Du coup, si Frost est en mode fugitif pas très loin, ça pourrait aussi faire comprendre qu'il y a sûrement un lien entre ce gros mec bleu et Frost. Du moins dans l'intrigue des hors-séries, ça sera sûrement pas canon. Mais de nous faire comprendre qu'il y a un lien, que Frost a cherché à se rapprocher d'ici pour être un peu plus proche de ses dernières forces armées qui lui restent, et d'avoir un peu plus de répondants face à des Saiyajins qui le courseraient tels que Kiabe. Surtout que maintenant Kiabe a le Super Saiyajin 1. En tout cas, je pense que ce mode fugitif va nous permettre d'avoir beaucoup de background à donner à ce Frost durant ces quelques mois, qui va arriver en mode badass, j'ai envie de dire, nous montrant à quel point il a dû se cacher, se terrer dans des coins minables, et qu'il s'est entraîné à la dure là-dedans. Qu'il a vécu quelque chose de difficile dans sa vie auquel il n'était pas habitué, qu'il a découvert des capacités qu'il ne suggérait même pas, qu'il ne sous-entendait même pas, et qui va débarquer avec de nouveaux pouvoirs bien amplifiés, et qui va nous livrer de très beaux combats. Une autre image aussi qui m'a intrigué dans cet épisode-là, je vous en avais déjà parlé, c'est cet arrêt sur image que l'on a eu quasiment, là où Hit croise quelqu'un. Je vous l'affiche à l'écran, ça peut être quelqu'un de tout à fait lambda, je vous l'avoue. Mais je sais pas comment vous dire, les vêtements, la manière dont ça a été mis en scène aussi, c'est-à-dire que si vous regardez chaque passage de l'épisode où l'on voit Hit marcher dans la rue, il y a du monde, il y a des bâtiments lumineux et tout ça. Là, on avait en fond une sorte de SDF de cette planète-là, et puis plus rien. Le temps s'est arrêté pendant 1-2 secondes. Justement, ça aussi, ça peut être un indice vis-à-vis du fameux Tokitobashi et tout ça, qui aurait pu être utilisé à ce moment-là. Et puis quelqu'un est apparu avec des vêtements, une sorte de gabardine assez longue, des grosses bottes et tout ça, rappelant un peu le look de Hit, mélangé un peu à celui de Mai aussi, il faut le dire, la Mai adulte. Je dis pas que c'est elle, mais juste pour vous parler de design, de Kara design. Et cette personne passe et elle va croiser une seule personne, c'est Hit. Et rien d'autre ne sera mis sous notre champ de vision à ce moment-là, à part ces 3 personnes que sont Hit, cet inconnu qui marche dans l'autre sens, opposé, qui va croiser Hit, et ce fameux SDF en fond. Alors cet élément-là ne mènera sûrement à rien, mais j'avais envie de le soulever parce que vous savez que j'aime vous partager ce que je remarque, c'est aussi le but de ma chaîne YouTube, sinon je vois pas à quoi ça servirait de venir vous parler. Mais vis-à-vis de ça, je vous avoue que j'ai imaginé pas mal de choses, comme un Hit utilisant son Tokitobashi au moment de croiser cette fameuse personne qui serait un peu grimée, déguisée, cachée, qui lui donnerait le fameux objet technologique pour lui révéler quelle est sa prochaine cible. Pourquoi pas une Vados dans ces vêtements-là que vous voyez qui sont plus féminins, qui justement, je vous parlais de Mai pour me mettre un peu sur la piste, le fait que ça soit des vêtements dans Dragon Ball, ces espèces de pantalons rentrés dans les chaussures et tout ça, qui sont plus féminins. Les filles sont habillées comme ça dans Dragon Ball de manière générale, et Mai il était récemment. Du coup, on pourrait imaginer une Vados qui est venue à la rencontre de Hit sur cette planète-là pour lui donner l'objet de sa nouvelle cible. Hit utilisant le Tokitobashi pour récupérer en toute discrétion sa nouvelle cible, et les deux se croisent au final comme si de rien n'était. En tout cas, cet arrêt sur image et tout ça m'a pas choqué, mais m'a alerté énormément. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais trop loin ou pas. Je ne l'affirme pas, je vous avoue que c'est même pas une prédiction, je vous l'affirme pas, mais c'est un détail qui m'a marqué. Bon, je poursuis, et en parlant de Tokitobashi, on a très bien vu que Hit a franchi tous ses gardes, munis tous, toute cette organisation, tous munis de masques, similaires encore à ceux de Freezer, une nouvelle fois. Donc vraiment, le lien avec Frost s'agrandit de plus en plus entre cette organisation-là et Frost. En tout cas, Hit ne s'est pas pris la tête, il n'a pas abattu tout le monde, il n'a pas tapé tout le monde, il n'a pas mis KO tout le monde, il est juste passé tout simplement en marchant grâce à son Tokitobashi. D'ailleurs, vu qu'il se permet de marcher, il a dû grandement améliorer son Tokitobashi, ou alors c'était juste un effet de style. Une chose aussi concernant ce gros mec bleu, ce gros méchant bleu, qui est la cible au final de Hit, c'est que dans la preview, l'image que nous en avait montrée, j'ai envie de vous dire que c'était presque la mieux dessinée de ce mec-là, et que dès qu'il se retournait, je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est laid. Et vraiment, il est pas beau du tout, il est pas mal dessiné, mais c'est juste son chara design. Après, c'est fait exprès, c'est un personnage ultra secondaire.
On a voulu nous montrer à quel point c'était, voilà, quelqu'un de pas gentil, de bien pourri dans le fond, voilà, de corrompu et tout ça. Un peu comme une sorte de vieux politicien mafieux, dégueulasse, vous voyez, enfin un truc bizarre. Voilà, c'est pour appuyer ce style-là, mais c'est vrai que dans la preview, l'image qu'on en avait nous montrait quelque chose de légèrement plus classe, de légèrement plus charismatique que ce que l'on a eu là. Arrive le moment où les deux sont confrontés, et là j'ai pas grand chose à dire, mis à part que Hit est super efficace. Et une chose supplémentaire, c'est que dans une zone très restreinte, et vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé le mot restreinte, Hit est capable d'arrêter le temps pour qui il veut. Il n'a pu ne pas l'arrêter pour le chef de l'organisation qui était sa cible, la cible de son contrat, l'objet de son contrat, et il a arrêté pour tous les gardes afin qu'ils ne s'en prennent pas à lui et qu'il n'ait pas à les tuer pour rien. Et au final, il a one-shot le méchant. Alors, pourquoi je vous dis dans une zone restreinte? Parce que vous allez me dire, oui, mais dans le tournoi, il y avait tous les spectateurs qui voyaient le combat, qui n'avaient pas le temps qui était arrêté pour eux, mais Goku, lui, par exemple, le temps, il était arrêté. Dans le tournoi de Champa, vous vous souvenez, quand les deux étaient sur le ring, Goku souffrait du Tokitobashi sans que Krillin ou quoi que ce soit n'en souffre. C'est normal, ils étaient très éloignés. Mais là, on est vraiment dans une pièce assez petite, façon de parler, parce que c'est quand même un grand palace que s'est offert ce mec-là, mais on est quand même dans une zone de proximité, et on voit très bien que Hit arrête le temps pour qui il veut. S'il avait voulu ne pas affecter 2 ou 3 gardes, il aurait sûrement pu le faire, et ça c'est très bon à savoir, je pense. Et ça nous montre aussi l'étendue de ses capacités qui n'a pas été révélée totalement durant le tournoi, nous montrant qu'un Hit ayant pour objet de tuer quelqu'un n'est pas le Hit, vraiment pas le Hit, c'était pas des paroles en l'air que celui que l'on a vu durant le tournoi, dans lequel il était en mode combat, il devait juste mettre KO la personne, et que au final, il était tellement pas habitué à devoir mettre KO quelqu'un, qu'il n'était pas aussi efficace qu'il le voulait. Il est habitué à taper pour tuer, il est même habitué à one-shot les personnes, il a même one-shot Goku à la fin, pour vous dire qu'il a dû one-shot tout le monde dans sa vie. Je ne sais pas si quelqu'un sur Twitter, ou si l'un d'entre vous, mais je sais pas, arrive à décrypter ce qui est écrit sur la stèle là, que je vous affiche, sur laquelle Hit est venu déposer le bijou qu'avait autour du cou ce malfrat, on va dire. On l'a vu à 2 reprises dans l'épisode, je ne sais pas, peut-être ça veut pas dire grand chose, peut-être que ça nous mettrait beaucoup sur la piste. Je sais que des fois des personnes sur les réseaux sociaux et tout s'amusent à faire du décryptage de ça et y arrivent très bien. À vrai dire, je ne suis pas tombé sur quelqu'un l'ayant fait, sûrement parce que c'est des épisodes hors série et les gens se prennent pas trop la tête. Mais je trouve que ça serait intéressant de savoir, surtout que ça peut nous révéler des choses sur l'avenir de la série. Les hors-séries peuvent annoncer des choses qui vont être canon par la suite. On se dirige assez rapidement vers le moment où Hit va être confronté à Goku, il l'observe et il le voit sur son petit objet technologique dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui a forcément été remis par quelqu'un vu qu'il s'amuse à le détruire. Quand j'ai vu la preview, je pensais que c'était un objet sur lequel le commanditaire de Hit pouvait lui envoyer des informations sur la cible et qu'il en était informé comme ça. Mais visiblement, cet objet-là ne sert qu'une fois par cible, vu que Hit l'a détruit, sinon il l'aurait gardé, il l'aurait remis dans sa poche en attendant d'avoir la prochaine cible. Et là, il a vu Goku, et en plus pour nous montrer la symbolique qu'il allait le briser, il a brisé l'objet qu'il avait dans ses mains. Mais si cet objet-là était important, il l'aurait conservé forcément. Voilà pourquoi aussi je me suis dit que sûrement la personne qu'il a croisée dans la rue précédemment, dont je vous parlais, mon idée un peu folle, aurait pu lui remettre cet objet-là, afin de lui montrer que Goku est sa prochaine cible. Ce qui fait aussi penser d'ailleurs au message dans Mission Impossible, tout ça, ce message va s'autodétruire. Bon, c'est Hit qui l'a détruit, mais voilà, on est un peu sur l'objet message qui ne sera délivré qu'une fois. C'est un peu le Snapchat de Hit. Bon, on comprend que le combat va commencer, cela est coupé très rapidement par une scène pour nous montrer que Vegeta est toujours dans le monde de Whis, dans le monde de Beerus, pardon, que j'appelle pour le moment le Akai Shinkai, étant donné que pour les Kaioshin c'est le Kaioshinkai, je pense que c'est légitime de l'appeler comme ça. Et encore une fois, ça vous confirme et ça nous confirme le fait que Whis sait des choses, mais ne le montre pas et reste assez fourbe, assez cachotier, on va dire. Peut-être pas fourbe, mais cachotier, c'est le mot. Dans le sens où Whis avait fait une promesse à Vegeta, qu'au bout de tant de fois d'entraînement, il pourrait passer à une autre étape et tout ça. Et Vegeta a tenté de berner Whis en lui disant « Ouais, j'ai compté, il reste plus que 3 fois », alors que Whis venait de lui dire qu'il ne savait pas où est-ce qu'ils en étaient dans l'entraînement, et Whis lui dit « Non, j'ai compté, c'est 13 fois ». Vous voyez, c'est ce genre de choses, de remarques qui fait que Whis n'est pas omniscient, mais il sait énormément de choses. Et il en cache tout autant. On comprend alors que Vegeta est trop loin de Goku pour pouvoir sentir n'importe quel ki, au final, et ne pourra pas se rapprocher de ce combat-là. Mais lui, Goku, il est au cœur du combat et très proche de celui qui lui en veut pour le moment, à savoir Hit. Enfin, il lui en veut pas, mais voilà, c'est sa cible. D'ailleurs, on comprend, comme je vous avais annoncé, que Goku a de très bonnes capacités sensorielles, dans le sens où même Hit, qui est en train de masquer son ki en mode assassin, même Piccolo, Gohan et Goten ne l'ont pas senti, ça c'est une remarque aussi intéressante, eh bien Goku arrive quand même à le trouver, à comprendre qu'il est là. Et il lui dit « Tu es derrière ce rocher, sors de là ».
Goku passe en mode Super Saiyajin Blue histoire d'entamer un combat, et on voit à son visage qu'il le prend très au sérieux, qu'il comprend que Hit n'est pas là pour se faire une simple revanche ou pour rigoler. On a eu ensuite une transition vers la confrontation entre Hit et Goku, assez intéressante on va dire dans l'ensemble, et assez étrange aussi, avec un Goku qui tentait d'attaquer Hit. Hit ne se servait visiblement pas du Tokitobashi, et pourtant il était insensible au coup de Goku, et à la fois il a réussi à lui envoyer une attaque invisible. La même au final que sur le malfrat bleu, sur le mafieux bleu, qui lui a complètement pété le cœur. Un peu comme une pression qui lui a atrophié le cœur, un truc un peu étrange, qui l'a même transpercé. Et je vous avoue que je m'interroge beaucoup sur ces attaques-là. Aussi bien le mode défensif de Hit, qui n'a pas reçu une seule attaque de la part de Goku, que sur son attaque finale. L'attaque finale, j'arrive à peu près à la comprendre, mais c'est surtout ce mode défensif-là qui m'interroge. D'accord, dans le tournoi, Hit ne pouvait pas tuer. Il ne pouvait pas utiliser l'attaque qui vient de péter le cœur à Goku. Mais pourquoi il ne s'est pas servi alors de cette attaque-là, la défensive, qui nous met un peu en mode transparent, j'ai envie de dire, insensible au coup? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui se déguise pour faire croire qu'il est Hit, il y a un souci. Comme si quelqu'un était vraiment déguisé, et sachant que Vados avait soi-disant commandité Hit, je me suis dit c'est pas possible, c'est Vados qui a pris l'apparence de Hit pour mettre Goku dans cet état-là. Car les pouvoirs de Hit ont été amenés d'une manière assez illogique. Alors est-ce que c'est l'effet hors série, les mecs de la Toei qui sont un peu partis dans des délires histoire de combler leur épisode, de meubler? Ou est-ce que c'est vraiment un pouvoir de Hit qui vient tout juste d'apprendre? Ou est-ce qu'il le cachait, qu'il s'en est pas servi durant le tournoi? Mais pourquoi? Pour quelle raison ne pas utiliser une technique défensive aussi majestueuse, magistrale que celle-ci dans un tournoi? Je veux dire qu'en se défendant, il allait pas tuer Goku dans le tournoi, alors pourquoi n'a pas avoir utilisé ça, surtout qu'il était en danger Hit durant le tournoi? Je vous avoue qu'il y avait pas mal de choses intrigantes quand même dans cet épisode. Des choses qui peuvent mener à penser assez loin. Tout autour de cette intrigue, autour de Hit et tout ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Il y a un truc dont je vous parlais en début de vidéo, sur lequel je dois vous faire une remarque. Mais avant ça, je dois vous mentionner le fait que bien sûr, comme annoncé dans les synopsis, Goku a balancé une vague de ki dans les airs, qui comme prévu va lui retomber dessus et va le réanimer. C'est un peu les urgences en mode Dragon Ball, c'est un peu comme ça qu'il se réanime. Non mais blague à part, c'est dans cette intrigue-là hors série, ça paraît débile honnêtement que le gars soit mort. On le voit, Goku il a une tête, il est vraiment raide mort, il est même pas en train de trembler ou convulser. Si Hit s'en va, c'est qu'il a constaté que son ennemi est mort. Et on nous annonce dans le prochain synopsis que comme par hasard, cette vague de ki va lui retomber dessus et lui redonner la vie. Je trouve cette explication tirée par les cheveux, mais on peut pas faire autrement. Et on en revient alors à la scène du tout début, ceci forme une boucle, avec Piccolo, Gohan et Goten qui reviennent. D'ailleurs, j'avais oublié de vous mentionner un truc intéressant, au moment où ils sont partis au secours à l'aide de Goku, Gohan a dit à Goten de rester là. Et Goten lui a dit « Je viens, arrête de me traiter comme un enfant ». Et cette remarque est super cool, mais pourquoi il ne l'applique pas dans la série ? Ça, c'est un mini coup de gueule, j'ai envie de dire, pourquoi il ne l'applique pas? J'adore le personnage de Goten, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'adorent aussi. Alors sûrement que ça leur a mis un petit coup dans la nuque, surtout à Toriyama à l'époque, quand il a essayé de mettre en avant Goten et Trunks, c'est que ça n'a pas vraiment fonctionné auprès de l'audimat japonais. Mais quand même, ces personnages-là, je dis pas qu'ils deviennent les héros principaux, mais ils méritent quelque chose, ils méritent une place, telle que Gohan l'a eu quand il était enfant. Pourquoi ne pas leur donner un rôle un jour ou un autre, un énervement? N'importe quoi, un affrontement digne de ce nom, et je ne parle pas de Gotenks, je parle de Goten et Trunks tout seul, et surtout Goten, parce que du Trunks au final on a le grand Trunks qui vient nous donner notre dose de Trunks. Donc je trouve qu'ils devraient appliquer à eux-mêmes ce dialogue qu'ils ont eux-mêmes créé, là où Goten disait « Arrête de me traiter comme un enfant ». S'il vous plaît, scénariste, producteur, auteur, tout ce que vous voulez, faites pareil, et appliquez cela à votre propre œuvre. Une mention spéciale aussi, c'est à la doublure de Goku, Gohan et Goten, Masaka Nozawa, qui fait, je trouve, un travail excellent. Dans cet épisode-là, on a eu des scènes où il y avait uniquement Goku, Goten et Gohan qui se parlaient, et rien qu'en fermant les yeux, je pouvais déterminer qui parlait. Surtout entre, Goten, on comprend, elle fait une voix d'enfant, mais surtout entre Goku et Gohan, j'arrivais de suite à distinguer lequel parlait, alors que c'est la même doublure. Et également mention spéciale à quand elle fait la voix de Goku Black, à qui elle donne aussi un ton différent. Et au final, on a presque l'impression que c'est une voix différente, la même mais différente. Et une énorme mention spéciale à cela et à son travail, en plus à son âge, c'est magnifique ce qu'elle fait, et j'adore la qualité de ses doublures, et en plus dans un épisode hors série sur lequel elle pourrait lever le pied. Mais non, ce n'est pas le cas. Côté musique, on a eu pas mal d'OST de Dragon Ball Kai, à savoir le remaster de Dragon Ball Z. À vrai dire, les musiques de Dragon Ball Kai me plaisent énormément quand elles sont adaptées à Dragon Ball Super. Après, quand elles étaient posées sur des scènes de Dragon Ball Z, j'ai détesté. Dans Dragon Ball Kai, j'ai détesté ces musiques-là. Je n'ai pas aimé, après c'est chacun ses goûts, c'est subjectif et tous les goûts sont dans la nature, je les respecte tous. Mais je vous avoue que poser de nouvelles musiques, rien que ça, déjà rien que l'idée de me dire de poser de nouvelles musiques sur celles déjà existantes à Dragon Ball Z qui sont légendaires, mythiques, qui font partie de l'identité de la série originale, ça me déplaît. Alors si en plus elles ne sont même pas dans l'esprit des premières musiques,
Ça me déplaît encore plus. Bon, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais vous m'avez compris. Mais par contre, sur une nouvelle série, telle que Dragon Ball Super, qui a développé ses propres nouvelles OST, mais qui en même temps en récupère de Dragon Ball Kai, ça s'adapte très bien, je trouve. Et c'était déjà le cas en fin d'arc Zamasu, où ça passait super bien. Alors, je vous en ai parlé tout au long de cet épisode-là, et avant de faire un mini point sur la preview, du tout début de l'épisode, là où on voit Goku devant chez lui, devant sa maison avec Chichi et tout ça, qui est devant le linge étendu, et qui sent déjà à ce moment-là une pulsion meurtrière qui lui en veut. Le problème, enfin pas le problème, mais l'indice, je vais dire pour moi, c'est que à ce moment-là, Hit n'a pas encore connaissance de qui sera sa cible. Et ça, je trouve que c'est très important. Car rappelez-vous, c'est plus tard, après avoir tué le gros mec bleu, dans le sens où Hit n'est pas informé et n'est pas à la recherche de Goku. À ce moment-là, en tout début d'épisode. Donc, Goku ressent déjà une pulsion meurtrière, quelqu'un qui en veut à sa propre vie, avant même que Hit ne soit à ses trousses. Ça veut bien dire que ces pulsions meurtrières-là, il les sent de la part de quelqu'un d'autre, en toute logique. On nous a dit dans les synopsis que c'était Vados la commanditaire, mais qu'elle bossait pour quelqu'un. Si Vados avait de vraies pulsions meurtrières pour Goku, ça n'aurait de validité que dans un arc canon. Mais dans un arc hors série, ça vaut rien. À vrai dire, le fait que Vados veuille à tout prix... Non, ça veut rien dire dans un arc hors série. Cette personne-là, que Goku ressent, doit être alors les pulsions de la part de l'auteur principal de ce meurtre-là. C'est vrai que les regards se tournent beaucoup vers Champa, mais vous pensez vraiment que Goku ressentirait aussi fort des pulsions meurtrières émanant de la part de Champa, même si Champa veut le tuer pour le prochain tournoi, qui d'ailleurs n'a pas été annoncé. Zeno n'a pas encore annoncé le tournoi. Et du coup, ça décrédibilise un peu la piste Champa, car si Zeno venait d'annoncer le tournoi, Champa aurait pu commanditer l'assassinat de Goku. Mais l'idée n'a pas encore été annoncée, l'officialisation n'a pas été encore faite par Zeno, ni par le grand prêtre. Enfin, du coup, pour moi, voilà, vous me comprenez, il y a un truc de bizarre. Surtout vis-à-vis du fait que dès le début de l'épisode, Goku ressent cette pulsion meurtrière qui ne peut pas venir de Hit en fait, tout simplement, qui ne peut pas venir de Hit car il n'est pas au courant. Champa, ça me semble possible, mais de plus en plus tiré par les cheveux, ou alors c'est tout simplement les scénaristes de la Toei Animation qui foirent un peu leur récit, la manière de modeler leur récit dans cet épisode hors série. Mais du coup, c'était une remarque que je voulais vous faire, ça peut aussi mener vers Frost, qui aurait une pulsion meurtrière envers celui qui l'a révélé au grand jour, à savoir Goku. C'est pas lui qui a dit « Ah, regardez, Frost a triché », mais c'est un peu dans ce combat-là que Jaco s'en est rendu compte. Et c'est aussi Goku qui a pris la place de Frost durant tout le tournoi, du coup s'il se retrouve fugitif, voilà, il peut un peu rejeter la faute sur lui. Est-ce que Goku pourrait ressentir des pulsions meurtrières provenant de Whis, qui se trouve lui par contre de manière un peu plus proche dans son propre univers, tandis que Champa et Frost se trouvent dans l'univers 6. Goku ressentirait les pulsions meurtrières donc de quelqu'un qui veut le tuer, d'un univers à l'autre, c'est loin quand même, c'est super loin. Déjà que le monde de Beerus est loin, alors un autre univers je vous laisse imaginer. Donc c'est pour ça que visiblement, en début d'épisode, on comprend que Whis est au courant de tout ce qui se passe, et que c'est une sorte d'entraînement pour Goku. Goku sent ses pulsions meurtrières avant que Hit n'arrive. Du coup, il pourrait sentir celles de Whis sans vraiment savoir qu'elles sont à lui. Vous comprenez qu'il y a pas mal de choses qui commencent à s'imbriquer, aussi bien vis-à-vis de ce tueur-là, aussi bien vis-à-vis du commanditaire original, que la piste Champa s'estompe légèrement, j'ai envie de dire, qu'il est vrai que les deux anges, frères et sœurs jumeaux, peuvent collaborer sur certaines actions, ça m'étonnerait pas, à savoir Whis et Vados, et qu'en même temps, on en apprend de plus en plus sur l'évolution de la série, de manière canon, on nous annonce de plus en plus le tournoi, on nous annonce que Frost est fugitif, il pourra revenir bien plus fort en revenant de cette période de cavale, et sinon pour le moment, ce qu'on a à se mettre sous la main, c'est la preview de l'épisode 72, dont je vous parlerai bien plus en détail, vous me connaissez maintenant dans ma review du futur, de l'épisode 72, en tout cas, premier constat, c'est que Goku va revenir, va se relever, va recombattre, et comme je vous l'avais dit, c'est assez étrange que, ayant fini Red mort, il puisse se relever juste par le biais de son ki qui lui est retombé sur la poitrine. Et remarque principale, c'est déjà que Hit a toujours l'air aussi mystérieux, que l'épisode a l'air beaucoup moins bien dessiné que le 71, beaucoup moins bien animé, vous le voyez par ces screenshots que je vous affiche, et également la venue de Beerus. Je suis convaincu, on voit le ciel qui est similaire derrière, que Beerus va se présenter en face de Hit, et ce sera sûrement lui qui va mettre un terme au combat entre Goku et Hit. Car Beerus, je suis sûr qu'il n'est pas au courant du tout de ce qui arrive à Goku, et que ça va énormément lui déplaire quand Whis va lui apprendre qu'il y a eu un assassinat orchestré et tout ça, que même lui-même le savait que c'était pour l'entraînement. Je suis sûr que Beerus ne va pas supporter ça et qu'il va trouver que c'est un entraînement beaucoup trop élevé pour Goku que de se faire tuer par Hit. C'est même pas un entraînement, mais bon, ça aussi on pourra en discuter.
Ah tiens, tu vas te faire tuer, c'est pour ton entraînement. Bon, c'est un peu débile, mais bon. En tout cas, les devins, vous avez compris que cet épisode dans l'ensemble était plaisant. Il y a des phases où on se demande si quelque chose est calculé de la part des scénaristes ou si au final ils sont un peu cons sur les bords et qu'ils n'ont pas pensé à tout. J'ai un peu peur que ça soit la deuxième option, malheureusement. En tout cas, il est vrai, je crache pas du tout sur la soupe, qu'il est beaucoup mieux et préférable et ça donne beaucoup plus de divertissement d'avoir ce genre d'intrigue dans des hors-séries plutôt que de voir uniquement des périodes de tranches de vie, uniquement des banquets, des buffets, des Goku qui rigolent avec Vegeta, voilà. Ça va 5 minutes, mais c'est vrai que parfois avoir de bonnes intrigues dans les hors-séries, ça le fait aussi, ça nous permet d'attendre, surtout quand on nous a chauffé sur un arc qui va sûrement envoyer du très lourd. Nouvel arc de Dragon Ball Super dont on parlera demain à 18h30 en live sur cette même chaîne YouTube. Du coup les devins, je vous permets de vous remercier à la fois pour m'avoir écouté aujourd'hui et pour votre présence que j'espère demain en live. Je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, la liker un maximum. Comme vous le faites de plus en plus, ça me fait super plaisir honnêtement. Et cela permet bien sûr à notre communauté de se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour les prochains arts divinatoires.